dire qu'il est dans un tel état qu'il faut tout reprendre, des fondations jusqu'au toit, et traiter de l'ensemble. Alors évidemment, l'hôpital est remis en plein dans la lumière aujourd'hui du fait du Covid, de la Covid, on dit. Mais il faut bien voir que les problèmes de l'hôpital sont bien antérieurs et malheureusement seront postérieurs quand l'épidémie, j'espère le plus tôt possible, sera terminée. Les problèmes resteront. La première chose que je voudrais faire dans un dialogue avec vous, c'est que je vais vous poser une question et je voudrais que vous me répondiez, les uns ou les autres, par juste un mot ou deux. Du personnel, de l'organisation, de la démocratie, parce que c'est ce qui est posé, des problèmes, le lien ville-hôpital, et puis des problèmes que vous ressentez comme patient plus directement, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à trouver de rendez-vous, on ne vous envoie pas les documents, vous arrivez aux urgences, s'il y en a, c'est compliqué, c'est saturé, il y a des trous dans les lits, bon, prise en charge pas toujours sympathique, et puis à la fin on vous demande une petite rallonge pour les dépassements d'honoraires. En fait, l'hôpital, il est soumis à une double révolution actuellement. Il y a ce qu'on peut appeler, depuis 40 ans, la révolution néolibérale, qui fait qu'il y a moins d'argent, il y a moins de place, il y a toujours moins. Mais il y a une autre révolution qui est en cours qu'il ne faut pas négliger et qui pose problème et qui pose des défis à l'hôpital et qui, là, est une révolution, je dirais, en positif, parce que tout ça est négatif. C'est quoi? C'est le progrès de la science, le progrès des connaissances, la capacité à prendre en charge les gens, le désir des patients d'être considérés, le désir d'être respectés, le désir d'accéder normalement à ses droits, le droit à la santé, et l'hôpital en fait partie. Et je dois dire que s'il n'y avait pas la première révolution, il y aurait quand même la deuxième, et l'hôpital ne manquerait pas de difficultés, parce que ce n'est pas si simple. Il faut voir l'évolution des sciences et des techniques qui s'est faite à très grande vitesse. Et ce qui fait que ça oblige non seulement les personnels, dans toute la gradation des postes, aussi bien les femmes de ménage que le médecin-chef, les internes, les infirmières, les aides-soignantes, tout le monde a évolué. Les métiers doivent évoluer. Et également les investissements, l'adaptation des bâtiments, l'évolution des outils de communication, etc. Et puis le lien, on l'a dit, hôpital-ville. Donc je crois qu'il faut voir tout ça, parce qu'il faut s'attaquer à tout en même temps. Moi, je dis souvent, je ne suis pas le seul, à dire que l'hôpital, c'est un peu comme l'école. C'est un des marqueurs de la civilisation. Ça montre les priorités que la société se donne. J'arrive des années 80-90, la réforme libérale. On n'est plus dans le progrès, dans le développement. On est, je dirais, dans l'enfer. On rentre dans l'enfer. C'est-à-dire étranglement financier de l'hôpital public, progressivement. Je dis un étranglement, c'est-à-dire on ne prend pas haut et court, on ne le tue pas d'une balle, on serre le cou doucement pendant des années, le temps que les gens s'habituent et qu'on fasse évoluer cet hôpital dans le sens voulu par le pouvoir. On installe la concurrence du secteur privé et du secteur public, et de façon très méthodique et systématique, à tel point que maintenant on a
des cliniques privées dans les hôpitaux. On s'est lancé dans une politique de restriction des lits, de moins en moins de services et de moins en moins de personnel. Et pour ce qui est des médecins, la mise en place d'un numerus clausus qui a des effets redoutables. Or, il faut bien mesurer la force quand même de l'hôpital public. Il a un poids médical très important. C'est là que sont traitées les maladies graves, c'est là que sont traitées les choses compliquées qu'on n'explique pas bien, c'est là que sont traitées que sont mises en œuvre les technologies les plus modernes et lourdes. C'est là qu'on forme les professionnels de santé. Et puis aussi, c'est un poids économique. Il y a un nombre important de départements, par exemple, dans lesquels l'hôpital public est le principal employeur. L'évolution de la sociologie, c'est-à-dire que le nombre de pauvres augmente. Et donc, il y a des pathologies nouvelles qui réapparaissent en ce moment. Il y a un autre défi à relever pour l'hôpital. Vous allez voir qu'il y a la crise climatique. Il faut transformer les hôpitaux pour les adapter dans leurs locaux, dans leur structure, dans leur façon de travailler, aller vers du zéro carbone, aller vers une sorte d'économie soucieuse de l'environnement. Il y a plusieurs milliers de postes de psychiatres non occupés. Les postes existent, mais il n'y a pas de psychiatre pour faire le travail. Les services hospitaliers pour personnes âgées, c'est dans une situation catastrophique. On met les gens dans des EHPAD. Dans les EHPAD, il n'y a pas de moyen de soigner. Il y a une infirmière de temps en temps, il y a un médecin qui peut passer une fois par semaine. La première vague de la Covid-19 a été terrible dans les EHPAD. Le choix a été fait que pour préserver l'hôpital qui manquait de lits de réanimation, on n'hospitaliserait pas les gens qui sont dans les EHPAD. Donc on les a laissés mourir parce qu'il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas d'infirmières qualifiées et il n'y avait même pas les produits de base pour les soigner. Le privé s'est désengagé des maternités. Dans la vague de privatisation qui a eu lieu, les maternités n'ont pas été intéressantes pour le secteur privé, le capital privé, pour une bonne raison, c'est que c'est dangereux. Les risques, on les laisse à l'hôpital public. On est dans cette industrialisation de la naissance et ce n'est pas un progrès, avec des diminutions de personnel. Un mot sur l'hospitalocentrisme. Qu'est-ce que c'est l'hospitalocentrisme? C'est un mode de fonctionnement de l'hôpital public, ancien, c'est-à-dire on est dans une communauté fermée, bien souvent entourée d'un mur, il y a le mur de l'hôpital, et ça ne communique pas de l'intérieur vers l'extérieur. Le malade est traité pour l'organe pour lequel il est malade, bien souvent, chaque service dans son secteur, chaque service refait d'ailleurs les examens si le malade change de service, et il n'y a pas de lien facile entre la médecine de ville et la médecine interne, à l'intérieur de l'hôpital. Étant donné la pénurie de professionnels de santé, il s'ensuit que les médecins de ville, on va dire, même s'ils sont à la campagne, ne font plus de garde de nuit. Et le manque de médecins fait qu'on ne trouve plus de médecins traitants. C'est partout le désert médical aujourd'hui. Et donc les gens, quand ils sont coincés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aux urgences. Comme je l'ai dit, c'est ouvert nuit et jour, et en principe, vous êtes accueillis et soignés. Sur la réduction des capacités d'accueil, cette réduction, elle est massive et très ancienne. Par exemple, Simone Veil, dont on dit le plus grand bien, elle a été la championne, elle a fermé 60 000 lits d'hôpitaux. Tous les ministres, les uns après les autres, ont continué à fermer des lits d'hôpitaux et à réorganiser en espérant que ça coûterait moins cher. Madame Buzyn,
en 2019, c'est-à-dire juste avant l'arrivée de la Covid, elle a fermé 4800 lits. Alors, il y a ce qu'on appelle des ruptures à opérer et des réformes à conduire. Voilà. Elles sont nombreuses et pas toujours simples. La sécurité, la qualité, la certification des hôpitaux, ça devient une nécessité. Et attention, glissement sémantique. Si la certification des hôpitaux, qui garantirait une qualité de soins, consiste à faire fermer les hôpitaux qui n'ont pas la qualité suffisante, ce n'est pas la même chose que si on leur donne des moyens spéciaux pour se mettre à niveau. Or, les réformes actuelles, elles vont dans le sens à une incitation financière, c'est-à-dire les meilleurs reçoivent plus d'argent et les mauvais, voilà, ils sont punis. Mais on ne peut pas raisonner comme ça parce que ce n'est pas l'hôpital qui est puni, c'est les malades. On ne va pas punir les malades. Voilà une difficulté. À côté du secteur public, la privatisation rampante en cours. Il faut arrêter. Les capitaux privés à but lucratif, donc, qui interviennent dans le champ hospitalier. Il faut arrêter ça. C'est impossible. Avec le développement de la médecine moderne, il faut constamment des investissements technologiques, je ne sais pas quoi, les scanners, les IRM, tout le matériel nécessaire. Et donc, il y a eu une époque où la sécurité sociale était autorisée à prêter à 0% aux hôpitaux. Donc ça leur permettait d'accéder à des prêts, et puis il y avait des subventions d'État. L'État payait, ce qui est normal, qui paye l'investissement puisqu'il est responsable de la politique de santé, de la politique hospitalière. Et avec Sarkozy particulièrement, on a basculé vers un nouveau système. On demande à l'État une aide, mais cette aide, elle est conditionnée à un retour à l'équilibre financier. C'est-à-dire qu'il faut faire des économies. Donc il faut licencier du personnel et réduire des activités. Mais à ce moment-là, on ne répond plus aux besoins et on ne fait pas le chiffre d'affaires qu'il faudrait qu'on fasse, et ce qui fait qu'on est dans une spirale descendante. Si on cumule la totalité de la dette des hôpitaux publics, c'est 30 milliards. Alors, 30 milliards, est-ce que c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ? Jusqu'à la crise du Covid, moi je trouvais que c'était beaucoup. Mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Rien du tout. Si vous voyez l'argent qui a été investi dans les entreprises privées pour leur aider à passer l'année 2020, c'est rien. Imaginez, mais si on sortait les hôpitaux du remboursement de la dette, ça serait une première piste pour assainir leur gestion. Il y a une deuxième piste qui est incroyable, c'est la taxe sur les salaires. Vous savez que l'hôpital paye une taxe à l'État sur les salaires. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas trop de salaires et que les salaires ne soient pas trop hauts, sinon c'est taxé. En gros, ça représente 10% des dépenses de la masse salariale. Étant donné que l'hôpital est essentiellement une entreprise de main-d'œuvre, l'essentiel des dépenses de l'hôpital, ce sont les salaires. Ça représente 70% du budget de l'hôpital, en moyenne, l'hôpital public. C'est-à-dire que l'État prend 10% de 7%, de 70%, c'est-à-dire 7%, qui vont dans la caisse de l'État. Les cliniques privées, elles échappent à ce système. Incroyable, mais c'est comme ça. Il y a une deuxième piste extrêmement forte à côté de la taxe sur les salaires, c'est la TVA. Puisque l'hôpital dépense 70% en salaire, paye les charges sociales, etc., ça veut dire qu'il a en frais de fonctionnement courant, avec des factures, 30%. Et 20%
puisque la TVA c'est 20%, 20% de 30%, ils vont dans la poche de l'État. Alors, l'État reverse une petite partie à l'assurance maladie. Mais d'où vient l'argent de l'hôpital pour l'essentiel en fonctionnement? De l'assurance maladie. C'est-à-dire que même la Cour des comptes dit mais c'est un système absurde puisque l'assurance maladie donne de l'argent à l'hôpital pour qu'il paye la TVA, l'hôpital la donne à l'État et l'État en redonne un peu à l'assurance maladie. C'est un système d'impôt circulaire, absurde. Mais au passage, il y a un appauvrissement. Mais on est dans un système où c'est l'hôpital public qui finance l'État et pas l'État qui finance l'hôpital public. Alors ça, je ne sais pas si vous le saviez, parce qu'il n'y a pas grand monde qui a ça en tête. L'hôpital public donne plus d'argent à l'État qu'il n'en reçoit. Eh bien, quand on voit l'importance de l'hôpital public par son poids économique, social, territorial, sanitaire, et ça vaut le coup d'investir dans l'hôpital parce que ça va améliorer la situation générale de la population et donc de l'économie, puisque, comme vous le savez, c'est l'être humain qui crée les richesses et pas les machines. Un mot sur les personnels. Parfois des luttes menées de façon solidaire, collective, organisées par les syndicats sur des revendications parfaitement légitimes. Parfois des attitudes brouillonnes, parce que la colère n'est pas toujours bonne conseillère. On voit la protestation, par exemple, des personnels qui ne veulent pas se faire vacciner, voire qui se nuisent à eux-mêmes dans une protestation. Donc il faut ouvrir des négociations. Il faut régler la question des grilles salariales qui sont bloquées, les indices, depuis, 10 ans. Il y a des perspectives nouvelles à offrir, puisque de carrière. Vous savez qu'on manque de médecins. Et ce n'est pas demain qu'on va pouvoir régler le problème de la pénurie de médecins. C'est en 1971 que le décret a été pris pour installer le numerus clausus. On est passé à l'époque 11-12 000 médecins par an à 3 500. Comme il faut 10 ans pour former un médecin, on s'aperçoit de rien pendant 10 ans. Et puis après, il faut encore 15 ans pour que ça commence à peser. Donc au bout de 25 ans, on voit les difficultés qui commencent à arriver. Et ici et là se creusent des déserts médicaux. Et puis ça prend de l'ampleur, et maintenant c'est dans toute la France. Et comme les besoins augmentent avec le vieillissement de la population et le désir d'avoir de la prévention, une prise en charge plus globale, la dernière année de Marisol Touraine dans le gouvernement de Hollande, elle a dit « je vais augmenter le numerus clausus ». Formidable. Elle a augmenté de 100 pour toute la France. C'est-à-dire que dans 10 ans, il y aura un médecin de plus par département. Mais de toute façon, on a pour au moins 15 ans de pénurie de médecins. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Certes, oui, ne pas tomber malade. Il faut monter les professions, parce que les études de médecine, elles ont été rallongées de 3 ans. Avant, c'était 7 ans plus la thèse, maintenant, c'est 10, 11 ans plus la thèse. Ce qui est normal, parce qu'il faut avoir... Eh bien, la proposition qu'on fait, c'est que des infirmières qui sont formées en 3 ans puissent faire des études complémentaires et devenir des infirmières de pratique avancée. Il faut, 1, les former, 2, d'abord avoir recruté les infirmières en nombre suffisant, et 3, revoir les grilles de salaire. Des propositions positives qui permettraient, sans dépenses extraordinaires, de sortir l'hôpital assez rapidement de la crise. Merci.